la dernière partie de la grande table. Caroline Brouet. Une dernière partie qu'on pourrait considérer comme le pendant de celle d'hier, puisqu'hier nous recevions le philosophe Jean-Luc Nancy qui nous parlait de son image, sa vision, sa conception de l'art et du politique aujourd'hui. C'est aussi ses réflexions sur ce qu'est le politique aujourd'hui que nous propose notre invité, philosophe également, Chantal Mouffe. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue à la grande table. Vous enseignez la science politique à l'université de Westminster, à Londres. Vous avez été membre du Collège international de philosophie à Paris à l'invitation de Jacques Derrida pendant une dizaine d'années, de 1986 à 1995. Vous êtes aujourd'hui une figure de la démocratie radicale et plurielle et considérée comme l'inspiratrice du mouvement Podemos. Est-ce que vous le prenez comme un compliment ? Oui, bien entendu. Je suis très contente d'ailleurs que Podemos se soit inspiré de mes travaux, enfin pas uniquement de mes travaux, parce qu'il s'inspire très clairement, et alors il le déclare, d'un livre qui a été coécrit avec Ernesto Laclau, Hégémonie, stratégie socialiste vers une démocratie radicale. C'est un livre qui a été publié en 1985 en anglais et qui a été finalement traduit en français en 2008 au solitaire intempestif. Votre livre, le dernier, mais qui est, je crois, le deuxième traduit en français chez Albin Michel, paraît ces jours-ci. Il s'intitule L'illusion du consensus. Il est traduit de l'anglais par Pauline Colonna d'Istria, Chantal Mouffe. Et pour vous interroger à nos côtés, nous avons fait appel au philosophe Mathieu Pot-Bonneville, que je salue. Bonjour Mathieu. Bonjour. Est-ce que, donc vous disiez que vous preniez comme un compliment d'être considérée aujourd'hui comme l'inspiratrice du mouvement Podemos, ou disons que ce mouvement s'était inspiré de vos théories politiques. Est-ce que ce qui se passe en ce moment, place de la République à Paris, et qui maintenant essaime dans différentes villes, y compris la vôtre, dans votre pays, Bruxelles, la Belgique, est-ce que ce mouvement-là, pour vous, correspond à ce que a mis en place Podemos, ou comme nous le faisait remarquer hier par mail un auditeur énervé, c'est une erreur de dire que on est des indignés. Donc je pense que c'est quelqu'un qui va place de la République à Paris, ou qui est lui-même dans une ville de province où se passe l'équivalent, alors que ça a été crié haut et fort, nous dit-il, qu'on est des révoltés, ou de comparer, erreur encore, à des partis comme Podemos, alors que ça a été dit haut et fort encore une fois que le but n'est pas de créer un énième groupuscule gauchiste à 2% d'intention de vote. Est-ce que, Chantal Mouffe, ce qui se passe avec Nuit debout est assez comparable ou très différent, selon ce que vous pouvez voir, puisque je pense que ça vous intéresse, de ce qui s'est passé avec Podemos? Oui, en fait, c'est très différent. Bon, je crois qu'il y a par rapport à Podemos, il y a en général quelque chose qu'on ne comprend pas très bien en dehors d'Espagne, c'est le rapport entre le mouvement des indignés et Podemos. Et il y a une énorme différence, il y a une différence importante. Par exemple, Podemos n'est pas, c'est-à-dire c'est clarifié. J'ai publié l'année dernière en Espagne un livre, c'est une conversation avec Inigo Errejón, qui est le numéro 2 de Podemos, dans lequel il explique très clairement que Podemos n'est pas le parti des indignés, dit-il, mais nous n'aurions pas été possibles sans le mouvement des indignés. Mais la différence fondamentale vient du fait que les indignés, et je crois que de ce point de vue-là, ce qui se passe avec Nuit debout, c'est plutôt, parce que les indignés, les révoltés, vous savez, les indignés, c'est pas eux qui se sont appelés comme ça, on leur a donné ce nom. Mais ça a aussi à voir, par exemple, avec les mouvements Occupy. Je veux dire, c'est ça plutôt la comparaison qu'il faudrait faire entre Nuit debout et le mouvement Occupy, parce que ils ont, en général, c'est toujours très hétérogène, mais la ligne principale de ces mouvements, c'est de dire nous ne voulons rien avoir à faire avec les partis, les choses institutionnelles. Bon. Alors c'était évidemment quelque chose qui était très clair dans le mouvement des indignés espagnols. Le problème, c'est que après, ça a été très important au point de vue de prise de conscience, de mobilisation, mais 2 ans après, pratiquement 2 ans après, des élections générales en Espagne, et le Parti populaire, qui est la droite, a gagné avec une majorité absolue. Alors là, à ce moment-là, heureusement, je dirais, il y a eu un groupe de professeurs de sciences politiques à l'université Complutense qui avait été actifs dans le mouvement des indignés, mais qui n'étaient pas d'accord justement avec leur ligne anti-institution, qui ont dit non, mais on peut pas laisser
ce mouvement disparaître comme ça. Il faut qu'on profite de ce qui a été créé pour lui donner une expression politique. Et à ce moment-là, ils ont décidé de créer le mouvement Podemos. Ils se sont présentés aux élections européennes en avril 2014. Ils ont eu 5 députés. Et bon, c'est comme ça que le mouvement a commencé. Mais vous voyez, il y a une rupture entre la ligne qui a été développée par Podemos. D'ailleurs, les indignés, une partie des indignés n'étaient pas du tout d'accord, ils ne sont pas encore d'accord, disons, enfin ce qu'il en reste, avec l'évolution postérieure de Podemos. Donc, je crois que dire que ce qui se passe avec Nuit debout, c'est comme ce qui se passait avec Podemos, non, on verra bien ce qui va se passer par la suite, mais ça c'est, je dirais plutôt, c'est avec Occupy qu'il faut essayer d'établir une comparaison. Une comparaison. Et en même temps, je disais, Chantal Mouffe, que c'est un mouvement sans doute un mouvement, ce qui se passe, disons, qui peut vous intéresser parce que on retrouve dans ce qui est en train de se passer, d'après tous les échos qu'on en a à Nuit debout, place de la République à Paris, des éléments de réflexion qu'on retrouve dans votre livre, dans l'illusion du consensus, cette question de la divergence ou de la convergence des luttes, cette question justement de l'absence de hiérarchie dans les revendications, mais de convergence dans l'idée qu'ils sont d'accord pour que cela change. Et cela rejoint ce que vous dites dans la nécessaire dimension ou revendication de la pluralité des luttes ou d'une démocratie qui serait plurielle. Parce que l'idée principale de l'illusion du consensus, c'est, dites-vous, que pendant des années, je pense surtout aux années 90-2000, on nous a dit que le monde s'était complexifié, qu'on ne pouvait plus prendre position pour ou contre, que la fin des idéologies était enfin d'ailleurs, disait-on ou entendait-on, une sortie, la fin de la bipolarité et qu'il fallait plus choisir son camp, puisque choisir son camp, ça appartenait aux idéologies moribondes des années 1970. Vous dites aujourd'hui, on sort de cette période-là et vous vous en réjouissez puisque vous vous réjouissez du retour des clivages politiques. Oui, bien sûr. Mais justement, c'est là où je suis pas très sûre que nécessairement les mouvements comme Nuit debout vont aller dans cette direction, parce qu'en fait, les indignés, une des choses qui était centrale dans leur affirmation, c'était que ils voulaient une démocratie directe pour pouvoir établir un consensus général. Donc c'était pas du tout une reconnaissance du fait que en politique il y a toujours des antagonismes, qu'il faut justement avoir la possibilité d'offrir. Non, eux disaient ils sont pas du tout contre le consensus. Simplement ils étaient contre le consensus qui existait à ce moment-là en Espagne, que le fait qu'il n'y ait pas justement de possibilité de mettre en question cet ordre, mais il voulait créer un véritable consensus. Donc c'est pas du tout, il y a une grande différence entre la perspective que je développe dans l'illusion du consensus et ce genre. Moi, qui se passe, mais ça doit vous intéresser, c'est tout ce que je disais. Je voudrais ici clarifier, je suis tout à fait favorable à ce qui se passe. C'est très bien que ça se passe comme ça, parce que finalement que les gens se réveillent, je trouve ça important. Mais pour moi, c'est vraiment le premier moment. Alors après, si on veut vraiment changer les rapports de force, si on veut vraiment transformer la société, il faut qu'il y ait un mouvement d'institutionnalisation. Je crois que ça, je ne pense pas qu'on puisse faire de la politique simplement comme ça. On appelle ça la démocratie présentiste. Un point important, je crois que parce que beaucoup de ces mouvements sont interprétés comme étant des mouvements qui mettent en question la démocratie représentative. Alors là, il y a vraiment quelque chose qu'il faut clarifier, parce que évidemment, si c'est la démocratie représentative réellement existante, c'est problématique. Si ils pensent, elle est problématique et il faut vraiment la mettre en question. Mais si ils pensent que la solution c'est de développer une soi-disant démocratie qui ne soit pas représentative, alors là il y a un problème fondamental, parce que je crois que on peut pas imaginer la démocratie sans représentation. De même qu'on ne peut pas imaginer, dites-vous, la démocratie sans caractère partisan. Alors Absolument. Pourquoi saluez-vous, Chantal Mouffe, le retour ou la nécessité de ce clivage partisan politique au sein de la démocratie? Mais parce que je crois que pour moi c'est absolument fondamental, justement,
ce que j'appelle la démocratie agonistique, une démocratie où il y a justement un débat entre des perspectives différentes. Mais c'est ça la démocratie. Il y a une chose que disaient les indignados que je trouve tout à fait juste. Les indignados disaient tenemos voto pero no tenemos vote, c'est-à-dire nous avons un vote mais nous n'avons pas de voix. Et là, ils avaient tout à fait raison, parce que si aux élections, on peut voter entre un parti de centre-droit et un parti de centre-gauche qui finalement vous offre la même politique, on n'a pas de voix. On a un vote, mais on n'a pas de voix. Et c'est pour ça que si on veut vraiment donner la possibilité aux citoyens de s'exprimer, il faut leur offrir la possibilité d'un véritable choix. C'est là où je crois que finalement la démocratie, c'est ça. C'est offrir la possibilité de décider. Et pour décider, il faut qu'on ait des alternatives. Une question d'Antoine Mercier. Juste sur cette question de consensus dans précisément ce qui se produit sur les places de la République notamment, il y a cette idée qu'il faut faire consensus. Donc j'ai l'impression que spontanément, en tout cas le mouvement tel qu'il est aujourd'hui, il est plutôt dans le camp de ce que vous critiquez, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une prise de position politique en considérant nous avons un certain nombre d'ennemis, nous avons un certain nombre de gens qui sont hors de notre champ et nous créons un clivage qui nous permet d'engager une lutte. Or, aujourd'hui, en tout cas à la naissance de ces mouvements, ce n'est pas ça qui se passe puisque c'est tout le monde doit être d'accord. Oui, tout le monde qui vient sur cette page doit être d'accord. Oui, mais enfin là, je voudrais te me dire, je crois que même si ils ne le disent pas explicitement, ces mouvements établissent tout un clivage. Hein. On sait très bien, ils sont contre le système actuel de consensus. Alors, évidemment, consensus contre le consensus. C'est-à-dire, ils considèrent que ce consensus qui existe aujourd'hui entre droite et gauche n'offre pas la possibilité aux citoyens de s'exprimer. Mais donc ils sont contre un certain type de consensus, mais ce qu'ils veulent, c'est établir un véritable consensus, une démocratie véritable. Par exemple, de nouveau, les éditeurs démocratia realia, la démocratie réelle maintenant. Bon. C'est là où j'ai un problème, parce que je crois justement que une démocratie réelle, qui soit vraiment efficace, ne peut pas imaginer qu'il y ait un moment où tout le monde va être d'accord. Parce que justement, alors là, ça a à voir avec ma réflexion à un niveau plus philosophique sur le politique. Le politique, ça a toujours à voir avec le conflit et l'antagonisme. Et on ne peut pas en faire l'économie. Donc, ce qu'il faut faire, et pour moi, c'est ça la tâche de la démocratie, c'est permettre au conflit, trouver établir les institutions qui, lorsque le conflit va émerger, vont permettre à ce conflit de prendre ce que j'appelle une forme agonistique plutôt qu'une forme antagonistique. La forme antagonistique, c'est-à-dire un conflit entre nous et eux dans laquelle eux sont conçus comme des ennemis qu'il faut éradiquer. Ça, c'est évident, c'est pas possible en démocratie parce que ça conduit à la guerre civile. Par contre, il y a une possibilité de maintenir le fait qu'il y ait des antagonismes. Antagonisme, par là, j'entends un conflit qui ne peut pas avoir de solution rationnelle. C'est-à-dire, il y aura toujours quelqu'un qui va gagner ou qui va perdre. Et je crois que ça c'est, pour moi, c'est fondamental dans ma vision du politique. Parce qu'au fond, il y a deux visions du politique. Il y en a une qu'on peut appeler la politique de type associatif et l'autre de type dissociatif. Le type associatif, alors là, c'est tout à fait la position justement de ces mouvements, c'est que finalement, la politique, c'est agir en commun, c'est se mettre dans le sujet des autres. Bon, ça, c'est une conception qui est assez répandue, mais là, je crois que justement, ça fait l'impasse sur ce qui est la spécificité du politique, c'est le fait de l'antagonisme. Alors, la conception que j'appelle dissociative consiste justement à dire non, le politique, ça a toujours à voir avec la dimension d'antagonisme, d'hostilité qui existe dans les sociétés. Donc, ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir comment on peut amadouer apprivoiser cet antagonisme et permettre justement l'expression du conflit. Marcel Mauss avait une très belle expression à propos de ça. Il disait, il faut faire les institutions qui vont permettre de s'opposer sans se massacrer. Je trouve ça vraiment très juste comme expression. France Culture, la grande table. Caroline Brouet. Comment s'opposer sans se massacrer? C'est finalement la question à laquelle nous tentons de répondre aujourd'hui avec notre invitée, la philosophe Chantal Mouffe, qui publie ses réflexions sur le politique. C'est le titre anglais de votre ouvrage, On the Political, traduit de l'anglais sous le titre L'illusion du consensus et publié chez Albin Michel. Autour de la table, pour vous interroger à nos côtés, Antoine Mercier et moi-même, se trouve le philosophe Mathieu Pot-Bonneville, qui a largement assez attendu. Mathieu. Oui, merci Caroline. C'est très intéressant
intéressant la trajectoire de ce livre, la trajectoire conjointe du livre et du mouvement Nuit debout, qui nous parviennent, dont on a l'impression qu'ils nous parviennent l'un et l'autre avec retard, puisqu'au fond le livre paraît en anglais en 2005. Les mouvements dont nous avons parlé tout à l'heure sont aussi de ce moment-là, et tout cela arrive dans le champ français comme un débat extrêmement nouveau, alors même que le livre a trouvé ses effets. Il a trouvé ses effets en Espagne notamment. Donc cette espèce de mouvement comme ça, retard, de vitesse de la lumière, a deux effets, je trouve. D'une part, ça permet de voir peut-être plus nettement, avec le recul, ce qu'ont été et ce qui reste de la critique du libéralisme qui a eu son lieu dans la pensée de gauche au début des années 2000. Y compris en mobilisant des auteurs problématiques. Il y a eu un large débat à l'époque, on va pas y revenir, autour de la figure de Carl Schmitt, que vous mobilisez assez largement. Au fond, cette critique du libéralisme, elle avait trois grandes nervures, on va dire. Le premier, c'est de dire que le libéralisme manque la véritable nature du politique, le fait que le politique, ce ne sont pas des individus négociant leurs intérêts les uns avec les autres ou composant leurs raisons avec les autres. Le politique est fait de groupes, il est fait d'identité collective, et cela est d'identité collective affrontée. Cela, le libéralisme le manque. Il y a une deuxième ligne qui consiste à dire que le libéralisme masque cet antagonisme, c'est-à-dire qu'en réalité, le libéralisme lui-même ne peut pas exister sans désigner des adversaires, instituer des états d'exception, et on en a eu quelques illustrations récentes dans l'actualité. Il y a une troisième ligne, qui elle aussi est très actuelle du coup, consistant à dire que le libéralisme relance cette fabrique des antagonismes, cette fabrique des inimitiés, et qu'au fond, à refuser d'avoir des adversaires politiques, on se retrouve à avoir des ennemis, des peuples ennemis, des ethnies ennemies, etc. On voit vraiment arriver ces trois lignes qui jettent une lumière très crue sur le contexte français, et en même temps, c'est là où je voudrais vous interroger, dans une conjoncture qui a, en un sens, changé. Si j'avais à décrire la conjoncture politique française aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'elle est marquée par une forme de double épuisement. Épuisement, en un sens, relance perpétuelle d'un appel au ni droite ni gauche. Emmanuel Macron en donne une nouvelle version, ça n'est pas la première. Mais épuisement aussi, et je crois qu'il faut en tenir compte, de la politique des mouvements de menton. C'est-à-dire du décisionnisme revu et corrigé à la sauce volontarisme politique. Nous sortons en France de 10 ans de posture volontariste en politique. Et comment est-ce que dans ce contexte-là, on peut entendre, on peut comprendre votre appel à restituer, à retrouver une forme de décision en politique, d'hégémonie en politique, etc. Comment est-ce qu'on s'en sort dans cette atmosphère où finalement on a du mal à croire et à la décision et au consensus? Chantal Mouffe. Oui, écoutez, alors là, c'est vrai, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est assez intéressant, tout ça arrive avec 10 ans de retard, le livre et le mouvement, parce qu'alors, on s'étonnait beaucoup au moment de Occupation, il y avait rien en France. Alors, je dois tout de même spécifier, il a été indiqué, bon, ce n'est pas mon dernier livre, en fait, ce n'est même pas mon dernier livre traduit en français, parce que j'ai écrit après, On the Political, un autre livre qui s'appelle Agonistique, Penser le monde politiquement, qui a été publié l'année dernière aux éditions des Beaux-Arts grâce à Nicolas Bourriaud, qui s'intéresse beaucoup à mes travaux et qui était en fait directeur des Beaux-Arts avant d'avoir été limogé de manière vraiment scandaleuse à mon avis par Flore Pellerin. Et donc d'ailleurs les éditions des Beaux-Arts publient aussi pour le moment, en même temps que l'illusion du consensus, un livre qui lui est antérieur à l'illusion du consensus qui s'appelle Le paradoxe démocratique. Vous arrivez dans le désordre. J'arrive dans oui, mais alors de manière c'est le 5e livre de traduit en français, déjà celui-ci. Un peu bousculé, disons. Donc oui. Alors, c'est pour ça. N'écrivez-vous pas en français d'ailleurs? Parce que je travaille en anglais, c'est plus facile pour moi d'écrire. J'enseigne en anglais. Bon. Alors, justement, par rapport à ça, je voudrais tout de même spécifier que j'ai, en 10 ans, ma position a un peu évolué. Parce que à l'époque de On the Political, donc l'illusion du consensus, j'argumente dans le livre qu'il est nécessaire de rétablir la frontière entre droite et gauche. Parce que je critique justement ce que j'appelle la position post-politique. Il n'y a plus de frontières. Bon. Et je dis non, il faut faire, la démocratie requiert de rétablir la frontière.
Entre-temps, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire qu'en réalité, il fallait que le parti socialiste ou que les partis retrouvent leur identité de gauche. Je dois dire qu'entre-temps, je suis arrivé à la conclusion que c'était une illusion. Surtout, je confesse que l'expérience de François Hollande m'a vraiment fait comprendre qu'il n'y avait aucun espoir que le Parti socialiste français, par exemple, développe vraiment une véritable critique de la globalisation néolibérale. Et bon, mais enfin, c'est vrai pour les Français, mais c'est vrai aussi pour d'autres. J'ai perdu l'espoir que la social-démocratie puisse se radicaliser, disons. Et ça a aussi à voir en partie avec ce qui s'est passé à la crise de 2008, parce que le livre a été écrit en 2005. La crise de 2008 a montré très clairement parce que qu'ont fait les partis socialistes, ils auraient pu éventuellement profiter de cette crise pour renouveler. Enfin bon, vous vous souvenez, avant l'État était démonisé. Maintenant, à ce moment-là, on dit non, l'État. Ils auraient pu dire mais vous voyez, l'État c'est important et profiter de la crise pour développer par exemple ce qu'a fait Franklin Roosevelt ils ont quand même sauvé les banques. L'État a sauvé les banques. Mais justement, c'est ça le problème. Au lieu de profiter pour faire développer une politique plus redistributive, ils ont été d'accord pour utiliser l'État pour sauver les banques. Donc, ils ont vraiment pris la ligne complètement de défense du néolibéralisme. Et par la suite, ils se sont tous mis d'accord avec les autres pour les politiques d'austérité. Donc ça m'a fait comprendre que véritablement, il n'y a pas d'espoir de changer. Mais aussi, il y a quelque chose d'autre qui est important, qui m'a fait réfléchir. C'est qu'en fait, avec le développement des nouvelles formes de capitalisme qu'on peut l'appeler biopolitique, cognitif, post-fordiste, tout ce que vous voulez. Mais en fait, c'est vrai que nous avons un nouveau mode de développement du capitalisme qui est financiarisé. Le potentiel d'établir une volonté collective qui mette en question cet ordre me semble plus grand qu'avant. Parce que je crois que maintenant il est très clair que ce n'est pas uniquement les secteurs, disons, de la classe ouvrière qui sont opprimés par le capitalisme. En fait, nous sommes tous sous l'effet de la domination néolibérale, affectés par la privatisation, le fait que tout a été privatisé, que de plus en plus il y a, disons, tous les aspects de la vie sociale sont été privatisés, commercialisés. Donc, je crois que le potentiel de créer un mouvement contre cet ordre est plus grand et c'est pour ça qu'en fait, je sais que je vais pas me faire très très populaire en disant ça. Moi, maintenant la position que je défends, c'est ce que nous avons besoin, c'est le développement de ce que j'appelle un populisme de gauche. C'est-à-dire rétablir la frontière, mais plus sur la base droite-gauche, dans le sens où, il y a les secteurs populaires, la gauche traditionnelle, mais faire une frontière qui soit, justement de type populiste, le peuple, enfin une volonté collective contre les élites néolibérales. Je crois que là, il y a vraiment, à mon avis, et je vais vous dire aussi une chose, je crois que la seule façon qu'on puisse aujourd'hui enrayer et s'opposer au développement du populisme de droite, c'est en développer un populisme de gauche, c'est-à-dire un populisme de gauche qui va mobiliser les affects d'une façon qui soit vraiment très différente de celle, parce que la force du populisme de droite, c'est d'avoir compris le rôle des affects en politique. Et ça, je crois qu'il est vraiment temps pour les progressistes de comprendre qu'il faut mobiliser les affects d'une façon différente. Et c'est pour moi un élément important de ce que j'appelle un populisme de gauche. Mathieu Podenville. Oui, c'est très intéressant cette idée d'une pensée du peuple qui est aussi en gestation dans ce livre et qui va de pair avec une pensée des peuples. Je voudrais qu'on parle de la dernière partie du livre, c'est-à-dire de ce que vous dites et de ce que vous relisez avec ces 10 ans d'écart de vos positions sur la politique internationale et contre très objectivement contre ce que vous nommez le cosmopolitisme, puisque la critique du libéralisme rationnel va de pair avec cette idée que ça en serait fini de l'affrontement des puissances, qu'il faut penser à un autre type de communauté politique, que nous sommes citoyens du monde et que, au fond, nous devons donc nous entendre à l'échelle mondiale avec des institutions de régulation mondiale. Vous critiquez assez fortement cette position dans le livre, et je me demandais
voilà, ce qu'on pouvait en dire avec retard et avec 10 ans durant lesquels se sont passées un certain nombre de choses marquantes. Je pense évidemment à la crise des migrants. Si aujourd'hui quelque chose distingue le populisme de droite et de gauche, c'est le rapport à cette solidarité internationale, au fond, à un moment aussi où, vous dites dans le livre qu'il y a une hégémonie, qui est l'hégémonie américaine, et que il faut en finir avec cette hégémonie en instaurant un monde multipolaire. Ça y est, depuis que Barack Obama a renoncé à intervenir en Syrie, laissant le champ libre à la Russie, le monde multipolaire, il est là. L'hégémonie américaine ne peut plus être considérée comme étant la seule. Donc, comment est-ce que vous relisez ce regard porté sur la politique internationale à l'aune de ces grands bouleversements ? Chantal Mouffe. Oui, mais écoutez, je continue à penser que bon, c'est vrai, nous sommes dans un monde plus multipolaire, pas encore vraiment multipolaire, mais certainement plus multipolaire qu'avant. Alors, ça, c'est un point de vue que j'ai développé beaucoup plus dans agonistique. Enfin, agonistique est précisément justement voir les conséquences de mon modèle agonistique au niveau international. Penser justement quel puisse être le rôle de l'Europe dans ce monde multipolaire. Alors là, sur cette question-là, je dois dire que je suis devenue beaucoup plus pessimiste parce qu'en fait, moi, la vision de l'Europe qui soit justement un pôle, donc dans le monde multipolaire, ça voulait dire clairement, par exemple, prendre différences, il fallait pas nécessairement s'opposer par rapport au modèle des États-Unis, développer un modèle, parce que finalement, une des caractéristiques de l'Europe, c'est notre modèle social-démocrate. Hein, c'est la grande différence quand on va aux États-Unis. Moi, c'est ce qui m'a frappé le plus quand je suis allée aux États-Unis pour la première fois, c'est de voir comment cette idée de droits sociaux qui est tellement centrale pour nous n'existe pas aux États-Unis, très peu. Donc, mais j'espérais que l'Europe puisse justement se créer en tant qu'Europe politique, développer un modèle différent et qu'elle puisse jouer un rôle important dans le monde multipolaire. Aujourd'hui, c'est vrai que l'Europe est en crise très très forte. Je me demande parfois même si on peut pas considérer que soit impossible que ce projet échoue, ce qui serait une véritable tragédie à mon avis. Je continue à penser que la seule façon pour l'Europe de pouvoir justement survivre et jouer un rôle, il est absolument urgent, nécessaire qu'on fasse une refondation démocratique de l'Europe. Par exemple, ce qui s'est passé avec l'attitude par rapport à la Grèce est absolument scandaleux, la façon dont les pouvoirs néolibéraux ont empêché l'expérience de Tsipras. Là, il y a beaucoup de points d'interrogation par rapport à l'avenir de l'Europe. Mais j'espère, je continue à penser que il est possible de sauver l'Europe, à condition justement de la refonder démocratiquement. Mathieu ? On a envie de vous demander, cette question me tient vraiment à cœur, comment il est possible aujourd'hui d'être de gauche sans être cosmopolite et sans pour autant, est-ce que ça implique de se jeter dans les bras ou en tout cas de développer une affinité élective comme le font un certain nombre de représentants de la gauche radicale avec la Russie par exemple. C'est-à-dire comment éviter ce choix de se dire au fond pour manifester notre solidarité avec les peuples, il faut trouver une puissance alternative. Est-ce qu'on n'a pas besoin encore du cosmopolitisme ? Ça dépend ce qu'on entend par cosmopolitisme, évidemment, parce que si vous voulez, bien sûr, si on entend par là une position morale de vouloir accepter et comprendre les autres, bien sûr, mais ce que je mets en question, c'est l'idée qu'il puisse exister une organisation qui soit vraiment cosmopolitique. Parce que si on examine quel est le contenu qu'on met dans le cosmopolitisme. Par exemple, dans ce livre, je discute plus particulièrement des théories qui ont à voir avec le cosmopolitisme au niveau politique. Alors, leur ambition, c'est justement d'établir un monde au-delà de l'hégémonie. Alors, mon point fondamental, c'est de dire, il n'y a pas de monde au-delà de l'hégémonie. Ce qu'il faut faire, c'est pluraliser les hégémonies. D'accord. Et ça, c'est à mon avis la direction dans laquelle
on doit s'engager. Merci Chantal Mouffe. L'illusion du consensus on the political, un livre qui date de 2005, qui vient tout juste donc de paraître aux éditions Albin Michel, traduit de l'anglais par Pauline Colonna d'Istria. Merci d'être venu à la grande table. Merci à vous Mathieu Podbonneville, une grande table qui se termine un tout petit peu plus tôt puisque nous faisons la place aujourd'hui au médiateur.